Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est la journée du handicap et je voulais vous parler d'un sujet spécifique. Je me suis interrogée, je me suis demandé comment le handicap était perçu au fil du temps et comment progressivement on a mis en place des aménagements pour que les personnes handicapées soient mieux acceptées dans la société et puissent trouver leur place dans la société. Alors on va revenir rapidement sur les mondes antiques et médiévaux. Donc dans l'Antiquité grecque, il n'y avait pas vraiment de distinction entre les handicaps physiques et les handicaps mentaux. Il y avait le terme tuflos, un terme général qui recouvre aussi bien les aveugles que les personnes dont l'esprit est embrouillé. Ce mot tuflos, il recouvre une autre réalité aussi, la réalité des soldats invalides, ceux qui sont devenus malvoyants dans les combats ou ceux qui sont devenus sourds suite à une blessure à la tête, par exemple. Il y avait toujours des certificats médicaux pour les soldats qui ne pouvaient pas combattre à cause de leur handicap. Mais si le combat était vraiment très important, ils étaient quand même enrôlés de force et souvent ils étaient assignés à des tâches moins compliquées comme la surveillance de la nourriture ou la cantine. Il y avait certains qui décidaient même de s'enrôler volontairement malgré leur handicap. Et une blessure pouvait aussi être vue comme un signe de bravoure. Et un soldat blessé, même s'il était diminué, il pouvait quand même aider ses camarades en leur apportant son expérience, en les aidant pour la stratégie. Il y a par exemple Philippe II qui a perdu son œil droit dans une bataille, mais qui devient un véritable héros. À Rome, c'était pour le handicap, c'était pas tellement différent de la Grèce antique. Les hommes qui ne pouvaient pas effectuer leur service militaire à cause de leur handicap étaient aussi exclus des fonctions de magistrat. Donc il y a une liste de ces personnes comme les paralytiques ou les aveugles des deux yeux. Mais malgré cela, il y a quand même certains handicapés qui sont privilégiés et qui, de par leur origine familiale, arrivent à atteindre des hautes fonctions. C'est le cas de l'empereur Claude qui est mentionné par Suétone. Selon les mots de sa propre mère, la nature l'avait commencé mais ne l'avait pas fini. Aujourd'hui, on dirait peut-être que Claude était déficient intellectuel. Il n'avait pas tant un handicap physique qu'un handicap moral. Il a un rire qui est jugé indécent. Il a une colère qui est laide et haineuse. Et en plus de ça, le pauvre, il bégait. Mais la famille royale, la famille impériale, va tout faire pour que personne ne se moque de Claude et pour que son honneur ne soit pas entaché. Claude va quand même accéder à la fonction qui est la fonction d'empereur. Ensuite, avec les religions monothéistes, le regard sur le handicap évolue un peu. Donc dans le judaïsme, le handicap ou la maladie est vu comme le résultat d'un péché. Dans la Bible, on a plusieurs exemples de lépreux qui doivent vivre à part de la société. Et les gens ont peur d'être contaminés par ces lépreux en fait. Mais d'un autre côté, il y avait aussi un idéal de charité. On doit quand même aider les plus pauvres et ça inclut aussi les personnes handicapées. Jésus, il essaye un peu de faire changer les choses. Il aimait la compagnie des malades, la compagnie des handicapés, la compagnie des personnes marginales de manière générale. Et il y a plusieurs scènes où il guérit les personnes handicapées, que ce soit un aveugle, un paralytique, un sourd et muet, ou encore des personnes possédées par les démons. Aujourd'hui, on dirait peut-être des personnes handicapées psychiques ou mentales. Dans le christianisme, pendant tout le Moyen-Âge, il y a toujours ce dualisme
D'un côté, le handicap est le résultat d'un péché des parents, mais en même temps, on doit quand même aider les handicapés. On doit quand même subvenir à leurs besoins. Et il y a plusieurs institutions comme des hospices qui se donnent pour mission d'aider ces personnes. Et on fait un grand bond en avant, mais c'est seulement à partir du XVIIIe siècle que la question du handicap est prise un peu plus au sérieux, avec les progrès techniques, les progrès scientifiques aussi. On se pose de plus en plus la question de leur éducation. Une des premières personnes à s'intéresser, c'est Charles Michel de Lespée, dit l'abbé de Lespée, c'est son vrai nom, oui. Et alors il est né le 24 novembre 1712. Il a étudié la religion, mais il était plutôt moderne. Il a refusé d'abjurer le jansénisme qui était un courant minoritaire de l'Église catholique. Et il avait un diocèse à Troyes. Et il y a une rencontre qui l'a particulièrement marquée, c'est une rencontre avec deux jumelles qui étaient sourdes et qui étaient aussi muettes. Et à l'époque, on avait une ancienne conception héritée d'Aristote. On considérait que l'usage de la parole, c'est l'intelligence. Et les sourds et muets aussi, du coup, sont ignorants puisqu'ils ne parlent pas. Pourquoi le sourd-muet est-il un être isolé dans la nature, incapable de communiquer avec les autres hommes? Ne reçoit-il pas comme nous l'impression des objets? Pourquoi celui-ci demeure-t-il stupide? Et pourquoi devenons-nous intelligents? Car il est écrit au commencement était le Verbe. Platon fait dire à Socrate, si nous n'avions point de voix et que nous voulusions nous montrer les choses les uns aux autres, n'essayerions-nous pas, comme le font les muets, de les indiquer avec les mains, la tête et le reste du corps? Et la mère de ses filles sourdes, elle était vraiment très triste. Elle disait mes filles ne peuvent même pas parler, elles ne pourront pas faire leur première communion. Avant, elles avaient un professeur, le père Vanin, qui essayait de leur apprendre à parler à l'aide de signes et de gravures, mais maintenant leur professeur est mort et elles n'ont plus personne. Et l'abbé de Lespée lui dit Madame, je vais faire tout mon possible pour aider vos filles. Et l'abbé de Lespée a l'idée de remplacer l'ouïe dysfonctionnelle par la vue. Et il invente les premiers signes méthodologiques. Il dit ce n'est pas par la porte, c'est-à-dire par les oreilles, mais par les yeux, comme par une fenêtre, que l'esprit du sourd s'approprie les images visibles au passage et la forme spécifique de n'importe quelle lettre, de sorte qu'il n'y ait aucune erreur possible. Et il a quand même une conception oraliste qui est propre à son époque. Il a l'espoir de réussir à faire parler ses enfants sourds, mais il reconnaît que certains d'entre eux ne pourront jamais parler. Et il ne veut pas non plus faire des sourds, des perroquets qui vont tout répéter sans rien comprendre. Il veut vraiment les aider, les guider, leur donner une bonne éducation. Et d'ailleurs, il est aussi l'un des premiers instituteurs gratuits. Ensuite, je vais vous parler de Louis Braille. Donc, beaucoup connaissent déjà son nom, le connaissent à travers l'alphabet Braille, l'alphabet des aveugles, mais ne connaissent pas son histoire. Donc, pour vous résumer, Louis Braille avait un père bourrelier. Son père travaillait le cuir. Et un jour, quand il avait 3 ans, il était dans l'atelier de son père. Il voulait aider son père. Et il a saisi une serpette pour tailler le cuir. Et là, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Peut-être qu'il a reçu un éclat de cuir dans l'œil ou qu'il s'est donné un coup avec la serpette. Mais en tout cas, il est devenu aveugle suite à cet accident. Un de ses yeux a été touché et l'autre a progressivement été affecté. Mais malgré cet accident, ses parents ne se sont pas laissés gagner par la fatalité.
Ils emmenaient quand même leur fils à l'école. Et progressivement, le petit Louis s'est spécialisé dans les franges pour les harnais. Il aidait toujours son père à l'atelier. Il a aussi développé une certaine adresse manuelle. Et contrairement à beaucoup de jeunes aveugles de son époque qui étaient enfermés dans des institutions ou qui restaient à la maison, lui, il a eu la chance d'aller à l'école. Il était très bon élève. Il brillait aussi bien dans les matières littéraires et scientifiques qu'en musique et en activité manuelle. Il pratiquait le piano, le violoncelle et le tricot. Et Louis Braille, c'est vraiment le symbole des aveugles et des handicapés de manière générale qui s'émancipent. Et vers ses 20 ans, il s'est posé la question de l'alphabet pour les aveugles. Il a repris un système qui existait déjà, le système de Barbier. Il y a vraiment travaillé de jour comme de nuit et il a créé l'alphabet Braille qu'on connaît aujourd'hui et qui est devenu universel. Et le plus grand avantage, c'est que cet alphabet était vraiment calqué sur celui des voyants. Il offre un réel accès à la culture et à la lecture et il est beaucoup plus facile à déchiffrer. On peut facilement l'enseigner. Il nécessite très peu d'entraînement. Et maintenant, je vais vous parler un peu plus des handicapés mentaux ou psychiques. Donc il y a Philippe Pinel. Si vous vous en souvenez bien, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Victor de l'Aveyron. Philippe Pinel, il est nommé médecin des aliénés en 1793 et une de ses premières décisions, ça va être de faire interdire les chaînes parce qu'à l'époque, les fous, et ceux qui étaient considérés comme fous et idiots, ils étaient attachés. Il va interdire l'usage des chaînes d'abord à l'hôpital de Bicêtre et ensuite à la Salpêtrière. Et il va aussi observer les malades et les classifier en plusieurs pathologies. Il invente l'idée de l'idiotisme. L'idiotisme, c'est l'abolition totale des fonctions de l'entendement. C'est l'idée qu'une fois que vous êtes considéré comme idiot, vous ne pouvez plus rien faire, quoi. Vous êtes totalement fichu. Et il avait quand même des biais propres à son époque, mais il a contribué à humaniser les personnes en situation de handicap psychique ou mental. Il y a une autre personne qui va jouer un rôle important, c'est Alfred Binet. Alfred Binet, il est né en 1857. Il commence des études de médecine, mais il les a pas terminées. Et il s'est plutôt intéressé à la psychologie, aux handicapés mentaux, mais aussi aux enfants. Il a d'abord fait des expériences avec ses propres filles et ensuite il a été dans des écoles primaires pour mener une étude. En décembre 1904, il a été nommé membre de la commission ministérielle pour l'éducation des enfants anormaux. Et 3 ans plus tard, avec le docteur Simon, il a élaboré l'échelle métrique de l'intelligence, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le QI. Bon, après, le QI est aussi critiqué parce que vu comme pas toujours assez fiable. Donc je vais passer rapidement sur les 2 guerres mondiales. Alors après la Première Guerre mondiale, il y a les gueules cassées et les prémices de la chirurgie esthétique. Les années 40, ce sont des années noires pour les personnes handicapées. En Allemagne nazie, Hitler lance l'opération T4, bien avant les camps de concentration. Et cette opération secrète avait pour but d'euthanasier et de stériliser les personnes handicapées. Et on estime qu'il y a eu 70 000 à 80 000 victimes, dont des enfants. Ce sujet pourrait faire l'objet d'une vidéo à part, je ferai peut-être une vidéo dessus. En 1945, après la guerre, il y a eu la création de la sécurité sociale, au même moment une prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées. Mais globalement, jusque dans les années 60, les personnes handicapées
Bon, elles avaient de plus en plus de soins, mais elles se mélangeaient pas trop encore aux personnes valides. L'éducation, par exemple, était très différenciée. Et dans les années 60 émerge l'idée d'intégration. L'intégration, c'est le processus par lequel un individu ou un groupe d'individus se rapproche et intègre un groupe plus vaste pour en devenir membre. Mais l'intégration, elle nécessite aussi des efforts de la part des nouveaux venus. Elle nécessite de s'adapter, d'intégrer un certain nombre de normes et de valeurs. Dans les années 90 et 2000, il y a la prise en compte d'autres handicaps qui sont moins visibles et qu'on ne connaissait pas trop, comme tout ce qui est troubles dyspraxie, dysorthographie. Il y a aussi le TDAH, trouble de l'attention, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, ou encore les femmes autistes. Pendant longtemps, on pensait que les autistes étaient surtout des hommes. Et progressivement, on abandonne l'idée de l'intégration pour aller vers l'inclusion. Donc le but de l'inclusion, c'est vraiment de modifier la société. Et ce n'est pas aux handicapés de s'adapter, mais à la société de s'adapter. Mais du coup, voilà, malgré tous ces aménagements, malgré la prise de conscience de l'existence des personnes handicapées, être handicapé, ça reste toujours compliqué pour trouver un travail, dans l'accès à l'éducation aussi. Et sur cette thématique, donc si vous voulez aller plus loin, j'ai d'abord un film à vous proposer. Le film L'école de tous. Donc c'est un film italien qui est disponible sur Netflix. C'est inspiré d'une histoire vraie et ça raconte comment progressivement les enfants avec des handicaps ont été acceptés dans les écoles publiques. Il y a une mère qui a une fille qui a un fauteuil roulant, qui a un handicap intellectuel et qui ne parle pas. Et elle se bat vraiment pour que sa fille puisse aller à l'école. Et j'avais aussi un livre à vous conseiller. Donc c'est ce livre-là, le cas Edward Einstein. C'est l'histoire vraie du fils d'Einstein qui était schizophrène, placé dans un hôpital psychiatrique à 20 ans. Et là-bas, il a subi des tortures, notamment des électrochocs. Donc voilà, c'était une petite présentation générale de l'histoire du handicap. Et peut-être que je referai d'autres vidéos sur ce sujet. N'hésitez pas à partager, à laisser un commentaire. J'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a plu.